Même dans les plus petites choses très passionnelles. Non seulement passionnel, mais tellement formidable et tellement joli. Le jour où ils ont exhumé son cercueil, des millions de Français ont retenu leur souffle, parce qu'Yves Montand n'était plus seulement un chanteur disparu que la nostalgie protège. Il était devenu une affaire judiciaire, un symbole qu'on traînait dans la boue plusieurs années après sa mort, et cette image-là, celle d'un homme dérangé dans son repos éternel pour qu'on lui réclame son ADN, résume mieux que n'importe quel discours la façon dont les plus grandes gloires peuvent s'effondrer quand les secrets remontent à la surface et que les vivants décident de ne plus se taire. Il avait tout connu dans cette vie-là, la misère calabraise des origines, les docks de Marseille où il chargeait des caisses adolescents, les scènes parisiennes où une voix hors du commun avait fini par s'imposer, les plateaux d'Hollywood où il avait côtoyé les plus grandes stars américaines, les bras de Marilyn Monroe, les ovations du monde entier, et 34 ans aux côtés de la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Et pourtant, à la fin, c'est une exhumation controversée, un fils orphelin à 3 ans, et des accusations que personne ne peut plus ni confirmer ni démentir qui définissent aujourd'hui ce que son nom évoque dans les mémoires les plus intimes. Grandi dans une famille ouvrière marquée très tôt par la politique et par l'exil forcé. Son père Giovanni est un militant communiste convaincu dans l'Italie de Mussolini, et il comprend rapidement que rester dans ce pays qui se fascise à toute vitesse n'est plus une option viable pour une famille comme la sienne. En 1923, quand Ivo a tout juste 2 ans, la famille entière embarque vers la France avec pour seul bagage la certitude qu'ailleurs la vie sera moins dangereuse et que la liberté vaut bien le déracinement. Il s'installe à Marseille, dans ce quartier populaire du cours Lieutot où les accents méditerranéens se mélangent et où les enfants d'immigrés apprennent à devenir français avant même de comprendre vraiment ce que cette identité implique. Ivo grandit dans cette double appartenance permanente, entre la langue italienne de ses parents à la maison et ce français de la rue qu'il absorbe comme une seconde peau, entre les valeurs politiques de son père et l'insouciance turbulente d'un gamin de port qui préfère courir les quais plutôt que d'ouvrir ses livres. L'école ne le retient pas longtemps, et ce n'est pas par paresse mais par vocation précoce pour quelque chose que les bancs d'école ne peuvent pas lui donner. Ce qui le retient, ce sont les spectacles, pas encore les grandes scènes, mais les cabarets minables de quartier, les salles de bal populaires, les arrière-salles de café où un jeune homme à la voix particulièrement chaude et au charisme naturel peut commencer à exister autrement que comme le fils d'un ouvrier immigrant. Il travaille sur les docks, dans le salon de coiffure de sa sœur, dans des emplois qui le nourrissent sans le nourrir vraiment, et entre 2 journées de travail physique, il monte sur des scènes de fortune pour chanter. À 16 ans, il sait que c'est la sa voix, non pas parce qu'une révélation fulgurante lui est tombée dessus, mais parce qu'il a éliminé progressivement tout ce qui l'ennuie et que la scène est la seule chose qui ne l'ennuie jamais. C'est ainsi qu'Yves Olivier devient Yves Montand, le nom n'est d'une déformation d'affiche selon la légende, mais peu importe l'origine exacte, ce qui compte c'est que ce nouveau nom sonne différemment, sonne français, sonne comme quelqu'un qui a décidé de recommencer à zéro avec les outils du pays qu'il a accueilli. La rencontre avec Édith Piaf en 1944 change tout, et il faut mesurer à quel point ce moment est absolument décisif pour comprendre la trajectoire qui suit. Piaf ne fait pas que le remarquer parmi la foule des artistes qui cherchent leur place, elle le prend en charge avec une autorité bienveillante et exigeante, elle le façonne méthodiquement. Elle lui enseigne ce que signifie vraiment habiter une scène, comment une chanson peut devenir un acte physique total, comment le corps entier doit participer à ce que la voix exprime pour que le public cesse d'être spectateur passif et devienne participant ému. Pendant 2 ans, ils sont amants et complices artistiques dans une relation qui mêle l'apprentissage et la passion avec une intensité que peu de rencontres atteignent. Et Montand sort de cette période transformée en profondeur, armé d'une technique scénique et d'une présence qu'il n'aurait pas développée seul en 10 années de travail solitaire. La dette artistique qu'il a envers Piaf est immense, et il le reconnaîtra toujours avec une loyauté et une gratitude qui le grandissent considérablement dans l'estime de ceux qui connaissent l'histoire. Les années qui suivent sont celles de la construction d'une carrière solide et d'une réputation croissante, portée par une voix qui combine la chaleur méditerranéenne de ses origines et la précision française de son éducation scénique. Il chante Paris avec une grâce que peu d'artistes ont égalée avant ou après lui. Il fait de la scène de l'Olympia son territoire naturel. Il tourne dans des films qui l'imposent progressivement comme acteur autant que chanteur. Mais c'est en 1949, dans ce restaurant-hôtel de la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence où artistes et intellectuels se retrouvent depuis des années,
qu'Yves Montand croise celle qui deviendra l'amour central et structurant de sa vie entière. Simone Signoret, actrice déjà reconnue et respectée, femme de caractère exceptionnel, épouse à ce moment-là du réalisateur Yves Allégret dont elle a une fille prénommée Catherine. Leur rencontre a la brutalité tranquille des évidences absolues. Ils se regardent et quelque chose se décide entre eux sans discussion préalable, sans calcul, avec cette certitude immédiate et irrationnelle que certaines rencontres portent en elles dès le premier instant. 2 ans plus tard, en 1951, ils sont mariés, et ce mariage va durer 34 années complètes, jusqu'à la mort de Simone en septembre 1985, traversant les succès fulgurants et les trahisons douloureuses, les engagements politiques communs et les désaccords silencieux, les périodes d'une complicité parfaite et les moments où la distance entre eux devient presque insupportable. Avec cette résistance particulière des couples qui ont décidé une fois pour toutes que l'autre vaut la douleur que l'autre inflige parfois, que la complexité d'un amour réel vaut mieux que la tranquillité d'un amour simple. Simone Signoret incarne dans cette union la stabilité intellectuelle et émotionnelle, le regard lucide, la capacité à voir Montand tel qu'il est réellement sans chercher à le corriger ou à le diminuer. Et Montand, de son côté, trouve auprès d'elle quelque chose qu'il ne trouvera jamais nulle part ailleurs. Le sentiment d'être compris dans sa totalité, avec ses grandeurs et ses faiblesses mêlées. Parce que Montand inflige de la douleur, et il le fait avec cette inconscience particulière des hommes très désirés qui n'ont pas appris à résister à ce qu'on leur offre généreusement. En 1960, lors du tournage du film Le Milliardaire à Hollywood aux côtés de Marilyn Monroe dans toute la fragilité et la puissance de ce qu'elle est alors, une femme au sommet de sa célébrité mais profondément instable, cherchant désespérément un ancrage humain dans un monde qui la consume. Montand entame avec elle une liaison qui fait l'objet d'une couverture médiatique mondiale. L'affaire humilie Simone publiquement, elle s'étale dans tous les journaux des 2 continents, et quand Montand choisit de la minimiser en déclarant à la presse que Marilyn a peut-être mal interprété ce qui n'était pour lui qu'une passade sans conséquence, cette phrase dite sans mesurer sa brutalité poursuivra sa réputation longtemps après que la liaison elle-même aura été oubliée de tous. Simone encaisse, comme elle encaissera d'autres aventures après celle-là, parce qu'elle a fait un choix et qu'elle a décidé d'assumer ce choix jusqu'au bout, les yeux ouverts sur ce que Montand est réellement, sans illusion consolatrice mais sans renoncement non plus. Ce qui rend la trajectoire de Montand si difficile à résumer, c'est précisément cette coexistence permanente entre le meilleur et le pire, entre l'artiste d'une générosité scénique rare, capable de tenir une salle en haleine pendant des heures avec rien d'autre que sa voix et son corps, et l'homme privé qui blesse sans toujours en avoir conscience, qui aime sincèrement mais pas exclusivement, qui s'engage politiquement avec une ferveur réelle avant de se tromper publiquement sur des causes qui ne le méritaient pas. Il soutient un temps le mouvement communiste international avec un enthousiasme que les révélations sur les crimes staliniens viendront douloureusement nuancer. Il prend des positions publiques qui lui coûtent des soutiens précieux. Il traverse les remous de l'histoire politique française et européenne en cherchant toujours une cohérence que la réalité du monde rend difficile à maintenir. Et dans tout cela, Simone reste présente, lucide, exigeante, aimante d'une façon qui dépasse ce que la plupart des gens sont capables de donner dans une relation. Quand elle s'éteint en septembre 1985, Montand perd bien plus qu'une épouse. Il perd le seul regard qu'il ait jamais vu en entier, avec ses lumières et ses zones d'ombre indissociables, et il sait au fond de lui, avec une certitude qu'aucun mot ne peut vraiment traduire, qu'un tel regard ne se trouve pas 2 fois dans une vie entière. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet homme. Peut-on admirer un artiste immense tout en sachant qu'il a blessé ceux qu'il aimait le plus? Parce que la suite de cette histoire va vous montrer que les révélations après sa mort sont encore plus lourdes que tout ce qu'on vient d'entendre. Quand Simone Signoret disparaît en septembre 1985, Yves Montand a 63 ans et se retrouve seul pour la première fois depuis 34 années de vie commune, seul avec cette célébrité qui ne réchauffe pas les nuits, seul avec les souvenirs d'une femme qui avait été, bien plus qu'une épouse, un miroir, un rempart, une interlocutrice à la hauteur de tout ce qu'il pensait et ressentait. Le deuil qu'il traverse est réel, profond, et il n'essaie pas de le minimiser publiquement, ce qui lui vaut une sympathie sincère de la part d'un pays qui a toujours aimé les hommes capables de montrer qu'ils souffrent. Mais la vie continue, comme elle continue toujours, avec cette brutalité tranquille qui ne demande pas la permission.
Et c'est dans cet espace ouvert par la mort de Simone que Carole Amiel prend une place nouvelle dans son existence. Carole, il la connaît depuis 1974, une jeune femme de Saint-Paul-de-Vence qui a commencé par accompagner ses tournées comme assistante polyglotte, parlant couramment l'anglais, l'italien, l'espagnol, suffisamment d'allemand pour gérer les situations délicates à l'étranger. Elle a été présente dans les marges de sa vie pendant plus d'une décennie, discrète et efficace, avant que la mort de Simone ne change la nature de ses présences. Leur relation devient publique progressivement, sans déclaration fracassante, et en mai 1987, Montand confirme dans une interview à Nice Matin que oui, un sentiment particulier le lie à Carole, ajoutant avec cette formule mélancolique et juste qu'on ne refait pas sa vie mais qu'on continue simplement de vivre. Le 31 décembre 1988, Carole met au monde leur fils Valentin, Giovanni, Jacques Livy, Montand à 67 ans, et cette paternité tardive le bouleverse d'une façon qu'il n'avait pas anticipée, avec cette intensité particulière des choses qui arrivent quand on ne les attendait plus vraiment. Cet enfant qui surgit si tard dans une vie si pleine et si marquée devient pour lui quelque chose qui ressemble à un recommencement, la preuve vivante que l'essentiel reste possible même quand on a cru faire le tour de tout ce que la vie peut offrir. Il parle de Valentin avec une émotion qu'on ne lui avait pas souvent entendue, une tendresse presque désarmante chez un homme aussi construit dans sa virilité publique, et ceux qui le voient avec son fils en ces dernières années témoignent d'un Montand différent, plus doux, plus attentif, comme si la paternité avait ouvert en lui une chambre qu'il n'avait pas su trouver avant. Mais le temps qui lui reste est compté d'une façon que ni lui ni personne autour de lui ne mesure encore. Le 9 novembre 1991, pendant le tournage du film IP5 de Jean-Jacques Benex dans lequel il joue un vieil homme qui meurt d'une crise cardiaque, Yves Montand s'effondre sur le plateau après sa dernière prise de vue et ne se relève pas. Le réalisateur racontera plus tard, avec le frisson de celui qui a vécu quelque chose d'irréel, que Montand est mort le soir du dernier jour de tournage, juste après avoir terminé la scène finale d'un film dont le personnage principal mourait lui aussi d'une crise cardiaque. Valentin avait 2 ans et 10 mois. Ce qui se passe dans les années qui suivent la mort de Montand constitue l'une des histoires posthumes les plus sombres et les plus révélatrices qu'une célébrité française ait connue, parce que sa disparition n'a pas clos les controverses, elle les a amplifiées, elle les a transformées en procédures judiciaires, elle a changé le souvenir d'un homme immense en terrain contesté où des intérêts et des douleurs contradictoires allaient s'affronter pendant des années avec une intensité que personne n'avait anticipée. La première bombe explose quelques années après sa mort, quand une femme prénommée Aurore Drossard affirme publiquement être la fille biologique d'Yves Montand, née d'une relation que sa mère aurait entretenue avec le chanteur à une époque non précisée. Cette affirmation seule aurait pu rester dans le registre flou des rumeurs si elle ne s'était pas accompagnée d'une démarche judiciaire déterminée et méthodique, portée par une femme qui ne recule pas devant les obstacles légaux et qui va jusqu'au bout de sa revendication avec une obstination qui oblige le système judiciaire français à se prononcer sur une question inédite et profondément inconfortable. La question posée aux tribunaux est celle-ci. Peut-on légalement exhumer un mort pour lui prélever un échantillon génétique dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de paternité initiée par une personne qui s'estime lésée? La réponse des tribunaux français sera oui, et cette décision fait l'effet d'un séisme silencieux dans l'opinion publique, parce qu'elle ouvre une brèche juridique et morale que personne ne savait vraiment comment tracer. En 1998, 7 ans après la mort de Montand, son cercueil est exhumé au cimetière du Père-Lachaise dans une procédure d'une froideur administrative absolue, un échantillon génétique est prélevé dans les conditions que l'on imagine, et les tests ADN répondent sans ambiguïté possible. Aurore Drossard n'est pas la fille biologique d'Yves Montand. L'affaire se ferme officiellement sur cette conclusion, mais l'image reste gravée dans la mémoire collective, celle d'un homme qu'on dérange dans son repos pour lui faire subir une procédure qu'il n'aurait jamais acceptée de son vivant et que beaucoup de Français ont jugée profondément indigne, quelle que soit la légitimité de la démarche sur le plan juridique. Pendant que cette affaire occupe les médias et les prétoires, Valentin grandit sans père, élevé par Carole Amiel dans l'ombre d'un nom qui pèse autant qu'une institution nationale. Sa situation est particulièrement singulière. Il est le fils d'un des hommes les plus célèbres de France. Mais il n'a aucun souvenir de cet homme, aucune image vivante, aucune voix dans la mémoire, seulement des films, des photos
et ce carnet intime que sa mère lui remet un jour, comme on transmet une clé vers une pièce qu'on n'a jamais habitée mais dont on sait qu'elle vous appartient. Valentin confiera des années plus tard que son père lui manque d'une façon qu'il a du mal à nommer précisément, non pas comme le manque d'un homme qu'on a connu et perdu, mais comme le manque de quelque chose qu'on n'a jamais eu et qu'on ne peut donc pas regretter de façon ordinaire. Ce vide particulier, cette absence qui ne ressemble à aucun deuil classique, a profondément structuré sa personnalité et ses choix de vie. Ce que Valentin est devenu surprend ceux qui s'attendaient à le voir prolonger la lignée artistique d'un père chanteur et acteur. Il n'a pas choisi la scène, ni le cinéma, ni la musique. Il a choisi l'informatique, puis les jeux vidéo, ce monde numérique où il confie s'être réfugié adolescent parce que le monde extérieur lui semblait trop saturé de regards liés au nom qu'il portait sans l'avoir choisi. Il dira avec une lucidité désarmante que le jeu vidéo lui a permis de se construire des amitiés sans que son identité soit immédiatement écrasée par la question de sa filiation, de rencontrer des gens qui le voyaient lui avant de voir le fils de Montand. Il est aujourd'hui marié, père d'une fille, et a déclaré publiquement que l'absence de son propre père lui a appris une chose fondamentale et irréversible. Être présent pour ses enfants, ne jamais reproduire cette béance qui a structuré son enfance et dont il mesure, en devenant père à son tour, toute l'étendue silencieuse. Mais l'histoire de la famille Montand ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une autre figure dans ce tableau complexe, Catherine Allégret, la fille que Simone Signoret avait eue d'un premier mariage et que Montand avait élevée comme sa propre fille pendant 34 ans. En 2004, Catherine publie ses mémoires et y inclut des révélations qui provoquent une onde de choc durable. Elle accuse Yves Montand de l'avoir abusée sexuellement dès l'âge de 5 ans, des comportements qui auraient perduré durant toute son enfance. Ces accusations, formulées par une femme qui a attendu la mort de sa mère et de son beau-père pour parler, plongent l'héritage de Montand dans une zone d'ombre dont il n'est jamais vraiment sorti depuis lors et ne pourra probablement jamais sortir, parce que les deux principaux intéressés sont morts et qu'il ne reste que cette parole de femme face au silence permanent des disparus. Ce qui reste d'Yves Montand aujourd'hui, c'est cette complexité irréductible, l'homme qui a chanté Paris avec une grâce que peu ont égalée, qui a aimé Simone Signoret avec une profondeur réelle même quand il la trahissait, qui a découvert la paternité à 67 ans avec un émerveillement authentique, et qui repose désormais au Père-Lachaise aux côtés de Simone, comme il avait souhaité, deux noms sur la même pierre, deux destins entrelacés que la mort a finalement réunis là où la vie avait parfois failli les séparer définitivement. Si ces histoires de célébrités françaises font partie de votre mémoire, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous racontons ceux qui ont façonné une époque, avec tout ce qu'ils étaient vraiment.